Je suis Elisa Yafchitz, directrice générale des Canaux, et nous sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle conférence digitale, en ligne donc, sur le thème passionnant des SIC et des collectivités. Alors, SIC et collectivités, de nouvelles collaborations pour l'ESS. Donc, les Canaux, vous le savez, nous soutenons les acteurs de l'économie engagée et nous les accueillons pour les former, les accompagner et les connecter avec des futurs partenaires, des clients et des collectivités, des pouvoirs publics. Donc, le thème de cette conférence ce soir porte sur les collaborations entre les collectivités et les acteurs de l'ESS au travers un outil en particulier qui est la SIC, la coopérative d'intérêt collectif. Donc, Florentin Letissier, adjoint à la maire de Paris, chargé de l'économie sociale et solidaire circulaire et de la stratégie zéro déchet, dans le cadre de ce mois de l'ESS, a voulu engager une réflexion sur les coopérations entre la ville de Paris et les acteurs de l'ESS. Et il a voulu travailler sur cette question de la SIC pour pouvoir soutenir, impulser des projets d'innovation sociale et environnementale. Alors, Florentin, vous avez voulu vous accompagner, vous entourer, échanger avec les meilleurs experts en la matière et faire partager au public vos réflexions. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Bonjour Elisa, merci beaucoup pour ton mot d'introduction. Merci aux Canaux avec qui la ville de Paris donc on organise cette conférence aujourd'hui sur Internet donc dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Et je suis vraiment ravi donc d'être entouré de personnalités qui vont nous éclairer justement sur tous les enjeux de la question qui va nous occuper ce soir. Le mois de l'ESS, effectivement, c'est l'occasion aussi de mettre la lumière sur la richesse des modèles qu'on peut trouver dans l'économie sociale et solidaire, et notamment sur ce fameux modèle des SIC, qui est un modèle relativement récent d'ailleurs, qui date de quelques décennies. Je crois que Monsieur Siby nous en dira quelques mots là-dessus, et qui porte vraiment beaucoup de possibilités pour un territoire en matière d'économie sociale et solidaire. En fait, comme tu l'as dit, Elisa, effectivement, ce sont donc des coopératives qui sont un peu particulières, c'est-à-dire ce sont des coopératives qui peuvent associer des acteurs venant d'horizons très différents, que ce soit des acteurs privés comme évidemment les personnes qui sont à l'origine de cette coopérative, ça peut être des particuliers, ça peut être des structures privées, mais aussi des collectivités territoriales. Et donc, on a une structure coopérative où finalement peuvent co-construire ensemble des acteurs publics et privés de vrais projets économiques au service d'un territoire. Et à Paris, et c'est un peu l'objet aussi, c'est aussi pourquoi moi j'ai voulu cette conférence, à Paris, le fait que la ville de Paris s'engage dans des SIC, finalement, c'est pas un modèle qui a été suivi ces dernières années. Au contraire, d'autres régions, d'autres communes, où effectivement des collectivités, que ce soit des communes, même des conseils régionaux par exemple, se sont investis dans des SIC pour mener des projets d'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Donc moi, la question que j'avais envie de poser, et que je me pose d'ailleurs aussi de manière très transparente aussi en tant qu'adjoint à la ville de Paris, c'est voilà, quel peut être l'intérêt pour la ville de Paris finalement de s'impliquer dans des SIC. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de possibilités, ne serait-ce que parce que ça nous permet justement de construire des projets de manière beaucoup plus continue. C'est-à-dire que les villes, les collectivités territoriales, souvent, le rapport qu'on a avec les structures de l'ESS, par exemple, c'est on leur verse des subventions, on travaille avec elles dans le cadre de contrats de marché public, mais si on veut vraiment co-construire des projets sur le long terme, des projets d'intérêt général au service des habitantes et des habitants, des projets qui sont ancrés dans les territoires, ces coopératives peuvent être vraiment un modèle très intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai souhaité organiser cette conférence avec vous, avec les Canaux ce soir, et j'en suis ravi parce qu'on a beaucoup de défis sur cette autre économie qu'il faut qu'on construise, cette économie écologique au service de la population et de l'environnement pour toutes les années qui viennent et pour sortir aussi de cette crise économique qui est quand même assez difficile. Alors, pour aborder ces questions, nous avons donc un plateau d'experts qui vont nous présenter leur point de vue, qui vont ensuite échanger avec le public qui pourra poser des questions. Alors, nous avons la chance d'avoir autour de la table Hugues Sibyl, donc le grand Hugues Sibyl, le président de la Fondation
du Crédit Coop et du laboratoire de l'ESS. Mais nous avons aussi Fatima Bellarège, qui est la déléguée générale de la Confédération générale des SCOP, Geoffrey Vola, qui est enseignant et chercheur, doctorant donc à Clermont-Ferrand, et enfin Karine Thierry, qui est agricultrice en Île-de-France, bio, et qui nous racontera aussi son expérience. Alors, nous allons commencer par Hugues Sibylle. Hugues, donc je l'ai dit, vous présidez le think tank de l'ESS qui s'appelle le laboratoire de l'ESS après une longue carrière puisque vous êtes un des piliers de l'ESS en France. Et qu'à ce titre-là, vous avez participé, conçu, rédigé les textes qui ont permis la création de ces SIC. Et c'était en 2001. Donc, vous êtes à l'origine finalement de ce modèle de coopération entre territoires et acteurs de l'ESS. Et au-delà de ça, c'est même quelque chose qui vous a tenu toute votre vie, puisque vous êtes un fervent vraiment développeur du développement territorial et de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les conditions d'émergence de ces SIC et à quels enjeux elles répondent? Merci beaucoup, bonsoir. Je vais vous dire tout de suite, ma conviction, c'est que les SIC sont un modèle génial d'entreprise et que c'est une forme d'entreprise d'avenir. Donc, je cache pas d'emblée ma position. Expert un peu, oui, mais pas neutre. Je crois beaucoup à ce type d'entreprise. Il se trouve que j'étais délégué interministériel au moment où cette loi a été préparée, donc j'ai contribué à sa préparation. Mais je voudrais en parler d'un point de vue de modernité. Je vais vous dire un peu comment ça s'est passé, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je crois que ça correspond vraiment à la période que nous vivons pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une entreprise qui concilie un modèle économique et de l'utilité sociale. C'est un modèle qui permet de mettre plusieurs partenaires autour de la table, donc de faire de la coopération autour d'un projet. C'est un modèle qui fait du territoire l'acte lui-même d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on a parlé par exemple des entreprises sociales. Moi, je dirais que la SIC, c'est aussi une entreprise territoire. Une entreprise territoire, c'est assez fort comme expression. Et puis, c'est une entreprise qui permet aux collectivités publiques, moi j'ai connu la période de l'économie mixte, de renouveler d'une certaine façon ce qu'était l'économie mixte, en permettant à la collectivité publique de travailler avec la société civile pour pousser des projets d'intérêt commun, du bien commun, je dirais même. Alors, je voudrais dire tout de suite aux gens qui nous écoutent, c'est que pour faire une SIC, il faut quand même avoir un projet et avoir un projet avec un modèle économique. Des fois, les gens m'interrogent en disant « Oh, on pourrait faire une SIC là-dessus ». Je dis « Attendez, la SIC, on verra après si c'est une SIC. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous allez avoir du chiffre d'affaires, vous allez avoir des clients. Si vous n'avez pas ça, il vaut peut-être mieux faire une association de 1901. Donc, une SIC, je vais venir maintenant à ce qu'elle est définie en essayant de ne pas être trop technique et ennuyeux. Il y a deux lois qui ont contribué à la créer. La première, la plus importante, qui est vraiment le cadre, qui est une loi de juillet 2001. Puis la grande loi sur l'économie sociale et solidaire l'a retouchée un petit peu en 2014. Que disait la loi de 2001 ? Premièrement, les SIC sont des sociétés commerciales, donc ce sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée. La loi de 2014 a rajouté les SAS, les sociétés simplifiées, sociétés anonymes simplifiées. Donc, ce sont des sociétés commerciales. C'est important parce qu'une association 1901 n'est pas une structure commerciale. Ce sont des sociétés commerciales qui ont un objet qui est de produire des biens et des services, mais des produits et des services qui ont une utilité sociale particulière. Donc, c'est pas n'importe quelle activité, je veux dire de manière un peu brutale. Si on voulait faire des yaourts en faisant une société familiale, la SIC n'est pas la bonne formule. Il faut qu'il y ait une utilité sociale des produits. Les tiers qui sont pas associés de la coopérative peuvent être des clients, c'est-à-dire une SIC peut vendre ses biens et ses services à des gens qui ne sont pas membres de la coopérative. Et les associés, ça c'est fondamental, peuvent être aussi bien des salariés que ceux qui bénéficient des services de la coopérative, que des bénévoles, des gens qui s'intéressent à un projet, qui ont envie d'en faire partie, que les collectivités publiques. Alors là, remarque importante, au moment de la loi de 2001,
et j'ai ferraillé à l'époque avec le ministère de l'Intérieur, on avait obtenu que les collectivités puissent être jusqu'à 20% à hauteur du capital, et ça a été porté à 50%. Donc une collectivité locale peut être quand même entre guillemets actionnaire, associé jusqu'à 50% du capital, ce qui est important. Et toute personne morale ou physique qui contribue à l'activité de la coopérative peut être associée. Donc, vous avez là une capacité à avoir vraiment un peu tous les acteurs possibles autour de la table. Moi, j'ai beaucoup entendu parler au moment de la responsabilité sociale d'entreprise des parties prenantes, mais souvent les parties prenantes dans la RSA, elles ne sont que consultées. Là, ils sont à la gouvernance, ils sont à l'Assemblée générale, ils sont au conseil d'administration, ils participent aux décisions, toutes ces parties prenantes dont je viens de vous parler. Alors, si on veut dire finalement ce que ça apporte le fait qu'on est un peu dans une structure qui est entre l'association 1901 et l'entreprise commerciale classique. De l'association, elle garde le fait que c'est une gestion désintéressée. Donc, si vous voulez vous enrichir, ne choisissez pas la SIC. C'est une gestion désintéressée, c'est une gestion qui vise des activités d'utilité sociale, mais c'est une société commerciale. Une association 1901 n'est pas inscrite au registre du commerce. Elle n'a pas vocation a priori à faire du commerce. Elles ont des activités parce que l'histoire l'a fait, mais c'est par défaut en fait. Hein. Donc la SIC est à la fois une association d'une certaine façon et une entreprise commerciale d'autre part. Deuxièmement, c'est une coopérative, on dit loi de 47, si vous voulez je répondrai à des questions ou Fatima répondra à des questions là-dessus, c'est la loi cadre des coopératives, la loi de 47. Mais là, pour la première fois, vous pouvez avoir plusieurs types de sociétaires. Dans une scope de salariés, c'est que les salariés qui sont sociétaires. Dans une coopérative agricole, c'est que les agriculteurs. Là, dans la SIC, vous pouvez avoir aussi bien les salariés que les clients, que le bénévole. C'est extraordinaire parce qu'on n'est pas uniquement sur un seul modèle d'associés. Et enfin, donc tous ces gens-là, je l'ai dit, participent à la gouvernance. Et donc, ça crée un modèle assez original d'entreprise qui a eu du mal à démarrer. Fatima va en parler après. Moi, j'ai été déçu parce que j'avais porté cette loi. Je peux vous dire que mon tempérament habituel, c'est que quand je fais quelque chose, j'y crois. Donc, j'y croyais à mort. Et puis, après 2001, je crois qu'on verra peut-être une courbe. Non, c'est pas sûr parce qu'on n'a pas de slide. Mais enfin, vous verriez que la courbe, elle part vraiment tout doucement. Et puis, elle a monté. Et je pense que maintenant, et je vous le dis très clairement, il y en a 1000 aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura 5000 dans les quelques années qui viennent. Pourquoi il y a eu des difficultés à monter en charge? C'est important de le comprendre si on veut le poursuivre. D'abord, c'est quand même un statut qui est un peu complexe. Je suis pas rentré dans les détails, mais il peut y avoir des collèges pour les assemblées générales. Donc voilà, le montage a été considéré quelquefois comme un peu complexe. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'environnement des entrepreneurs, c'est-à-dire les experts comptables, les conseillers juridiques, les chambres de commerce, etc., quand quelqu'un arrivait en disant « je veux faire une SIC », on leur disait « ouh là là, vous êtes sûr que vous voulez faire une SIC ? C'est compliqué, on connaît pas bien encore, on sait pas bien comment ça marche, etc. » Et je pense que ça, c'est un point important pour Monsieur Le Tessier parce que, y compris au sein des collectivités locales, les juristes, ils connaissent franchement mieux la société anonyme, ça on sait ce que c'est, que une coopérative d'intérêt collectif. Heureusement, on est en train de commencer à sortir de ça et maintenant, moi je vois sur le territoire, ils s'en créent, on peut trouver les conseillers dont on a besoin pour monter une SIC sur le territoire, mais ça a été quand même un obstacle assez difficile à surmonter. Et puis il y a eu aussi, il peut y avoir encore aujourd'hui des difficultés pour les fonds propres. C'est une coopérative, il faut quand même trouver des fonds propres et un peu comme toutes les coopératives, les financeurs traditionnels c'est plus difficile. Heureusement, il y a des outils financiers, peut-être que Fatima en parlera dans les questions, qui sont dédiés à apporter des fonds propres aujourd'hui aussi. Je pense à France Active, je pense à l'IDES. Donc, ceux qui souhaiteraient créer des coopératives peuvent le faire en s'appuyant sur des outils financiers qui existent. Juste un mot peut-être pour finir. Qu'est-ce que peut faire la collectivité locale par rapport à une SIC? Puisque finalement,
votre sujet ce soir, Monsieur le Tissier, c'est à Paris, nous, collectivités locales, pourquoi des SIC, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis j'aurai terminé et je serai dans les temps, chère Elisa. Une collectivité locale peut participer au capital jusqu'à 50%. C'est quand même pas négligeable. Elle peut pour autant subventionner la SIC. Elle peut être apporteuse de subventions à la coopérative. Elle peut sensibiliser la population, les acteurs économiques, les gens qui font de l'accompagnement à ce que c'est qu'une SIC. Elle peut mettre à disposition des locaux, ce qui peut être une aide non négligeable pour aider au démarrage. Elle peut acheter les services de la SIC, parce que c'est des services qui, dans le domaine de la mobilité, de l'énergie, de la restauration, sont des services qui peuvent être utilisés par la collectivité locale. Une SIC qui est connue, c'est Enercop. Enercop, n'importe quelle collectivité ou entreprise peut être cliente et acheter les services chez Enercop. Donc, la collectivité peut faire ça. Et puis, elle peut, et c'est, je pense, votre objectif, Monsieur Le Tissier, je vous en félicite et je vous en remercie, elle peut créer un écosystème favorable aux SIC. Et là, il y a encore beaucoup à faire parce qu'il faut, comme je l'ai dit, que les obstacles, les difficultés, les appréhensions soient surmontées. Et il me semble que par rapport à la période d'aujourd'hui où on cherche à concilier de l'entrepreneuriat, du modèle économique, mais aussi de l'utilité sociale et écologique, on a là un statut qui est vraiment formidable, donc et que je défends avec beaucoup de flammes encore aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Hugues. Alors, je passe la parole à Fatima Bellaredj. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la déléguée générale de la Confédération générale des SCOP et vous avez vous-même d'ailleurs été gérante d'une SCOP, la SCOP Amédis à Montpellier, je crois. Vous avez aussi été à l'initiative du premier incubateur régional d'innovation sociale AlterEcube au niveau de l'URSCOP Languedoc-Roussillon pour prendre finalement la direction justement de l'URSCOP Languedoc-Roussillon à Montpellier. Donc, on peut dire que vous êtes vraiment la personne idoine pour nous parler des SCOP, des liens avec les collectivités et de nous faire un bref panorama des SIC en France. Alors, dites-nous un peu quelles sont justement les collectivités qui sont impliquées. Aujourd'hui, quelle est la tendance ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces SCOP, ces SIC en France? Oui, eh bien, bonjour et merci en tout cas de cette initiative de la ville de Paris, extraordinairement animée par Elisa et avec une introduction d'enfer. Tu as dit l'essentiel, Hugues, mais je vais quand même compléter sur 2-3 choses, puisqu'il y a un sacré plébiscite. Simplement vous dire effectivement que pour compléter les propos de Hugues a raison de souligner qu'on va fêter les 20 ans et l'année prochaine on compte bien faire la belle fête qu'on voulait faire cette année et donc il y aura un événement justement autour des SIC et tu as raison Hugues de souligner tout à l'heure que ce modèle a eu du mal à décoller puisqu'effectivement tu faisais partie des initiateurs et que les premières années, la courbe qu'on pourra vous mettre à disposition, eh bien en 2001, il y en avait 4, en 2002, il y en avait 16, et puis après, on est passé à 31, et aujourd'hui, 20 ans après, nous sommes à 976 SIC existantes, hein, donc c'est quand même une croissance, et en particulier sur ces 5 dernières années, puisque la croissance est plutôt à 2 chiffres. Donc, on voit bien, en tout cas, qu'il y a une meilleure appréhension. Et peut-être pour répondre d'emblée à la question que tu soulevais également, Hugues, c'est que ce statut a toujours été présenté comme un statut complexe. Mais dans la réalité, il n'est pas si complexe que ça. On a rencontré la même difficulté pour les SCOP qu'on rencontre encore aujourd'hui. C'est beaucoup une question de méconnaissance. Et notamment, c'est vrai que puisque je vais vous présenter quelques données concernant les collectivités, une collectivité qui entend pour la première fois parler d'une SIC, effectivement, elle se tourne vers ses services juridiques et là, c'est le début, entre guillemets, de la galère. Ceci dit, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a un gros effort de sensibilisation et aujourd'hui, l'engouement qu'on peut trouver autour des SIC permet beaucoup plus facilement aux accompagnateurs, puisque vous avez des unions régionales qui sont vraiment présents sur tout le territoire
français pour accompagner ces projets-là peuvent trouver en tout cas des réponses techniques pour accompagner une collectivité et y compris donner toutes les indications qu'il faut au niveau juridique. Mais comme vous l'avez pour n'importe quelle création d'entreprise, il faut passer par du juridique parce que vous devez rédiger des statuts. Alors, là où moi, j'ai été une très grande défenseur de la non-complexité du statut, puisque Elisa, vous rappeliez effectivement que j'ai fait beaucoup de… Enfin, j'étais sur le terrain jusqu'à il y a 2 ans, donc j'ai accompagné moi-même des projets de SIC. Et c'est vrai que les incubateurs d'innovation sociale sont vraiment de beaux outils, en fait, hein, puisque derrière, on va pouvoir accompagner le multisociétariat qui fait cette spécificité au niveau de ce statut. En même temps, quand vous créez une SAS, vous êtes aussi avec des pactes d'actionnaires et donc vous devez mettre autour de la table des gens qui vont converger ensemble sur un projet. Peut-être juste, je voulais faire un peu la lumière sur SIC et collectivité, puisque c'est une des préoccupations que vous aviez là au niveau de la ville de Paris. On se retrouve effectivement avec un multisociétariat. Je ne vais pas redire ce que Hugues a évoqué, mais notamment, vous n'allez pas vous retrouver à accompagner un projet avec uniquement des porteurs de projets, mais des fournisseurs, des clients, parfois des institutionnels qui veulent, pour une filière en particulier, être présents autour de la table. Et puis, vous allez pouvoir retrouver les collectivités. Et donc, on est autour d'un projet qui doit avoir un modèle économique. Effectivement, c'est bien une société commerciale, mais c'est surtout un formidable outil pour construire du partenariat public-privé. Et c'est bien pour ça que sur ces dernières années, on a de plus en plus de collectivités qui s'intéressent à ce statut. Aujourd'hui, nous avons 4 SIC sur 10 qui ont dans leur sociétariat la collectivité. Et ce qui est assez récent et assez nouveau, c'est que la courbe s'est complètement inversée, c'est-à-dire que les premières SIC se sont créées et aller voir la collectivité au moment de leur création, mais il y avait presque une méfiance vis-à-vis de la SIC. Donc, n'intégrez pas le capital en disant « allez-y, commencez, démarrez, puis on viendra dans un deuxième temps ». Alors qu'aujourd'hui, on a surtout des projets de SIC qui partent en fait d'un projet de territoire. Et donc, les collectivités, y compris, sont demandeuses. Elles sont demandeuses et notamment dans des secteurs autour de l'environnement, des circuits courts. Je crois que mes 2 successeurs vont l'évoquer, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais c'est vrai que cette démarche et cette initiative qui est y compris prise aujourd'hui par les collectivités fait que notre meilleur atout quand on accompagne des projets de SIC sur les territoires, c'est de partir sur les exemples qui existent. Pour ne pas faire trop long, hein, parce que je sais que le temps passe vite, je vais reprendre l'exemple, j'avais préparé plein d'exemples, mais je vais reprendre l'exemple que tu as donné, Hugues. Enercop, c'est construit au niveau national et s'appuie sur des SIC au niveau régional. Et ces SIC qui se sont construites au niveau régional, elles ont fait quoi? Elles ont mis autour de la table toutes les parties prenantes qui avaient envie d'y aller. Et notamment, la collectivité est arrivée dans un deuxième temps. Les premières parties prenantes ont été les producteurs, notamment les producteurs d'électricité qu'il fallait aller rencontrer. Et même si on est un tout petit producteur d'électricité, on peut intégrer la SIC. Et aujourd'hui, toutes les SIC régionales ont ce multisociétariat et pour la plupart, les collectivités sont entrées dans un deuxième temps. Alors peut-être juste pour conclure, hein, parce que je crois que le temps passe vite, sur les SIC où les collectivités sont présentes, ben, figurez-vous qu'en fait, on a pour la plupart des situations en fait, plusieurs collectivités qui sont présentes et la collectivité la plus présente, c'est la commune. Et c'est souvent la commune, je reprends un niveau national, et ça vite. Sur les SIC où les collectivités sont présentes, ben, figurez-vous quand on a plusieurs collectivités. Je m'entends. Alors, du coup, je reprends. Ce sont surtout les communes. Plusieurs collectivités qui sont. Les communes sont à 7 fois sur 10, en fait, la collectivité dans ces SIC.
Et ces dernières années, les collectivités qui se rajoutent et qui sont assez structurantes dans ce développement, ce sont des collectivités comme les intercommunalités et les régions, avec vraiment là essentiellement des projets, on peut les retrouver dans tous les secteurs d'activité où la collectivité a une compétence, mais on les retrouve énormément sur les questions environnementales, et ça c'est une chose vraiment très positive parce qu'on voit en tout cas que c'est une préoccupation forte, et on les retrouve aussi beaucoup dans tout ce qui est autour de l'alimentation. Je m'en arrête là et puis je répondrai à toutes les questions que vous aurez. Alors, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à Geoffrey Vola. Vous êtes donc doctorant à l'Université de Clermont-Ferrand et vous êtes chargé de mission sur la résilience territoriale et l'ESS à Clermont-Auvergne Métropole. Vous avez publié en 2019 un article sur co-construction de l'action publique entre incommunication et médiation. Et en 2018, un autre article sur l'économie solidaire vers une citoyenneté renouvelée dans une démocratie conviviale de proximité. Tout un programme. Donc, de votre expérience de recherche et de toutes les recherches que vous avez faites, pouvez-vous nous en dire plus sur les relations justement entre les collectivités et les SIC? Est-on dans l'impulsion, plutôt dans l'accompagnement et le suivi a posteriori? Et quels sont un peu les thèmes privilégiés finalement de ces SIC? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci du coup de pouvoir me donner la parole sur ce sujet des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Vous me donnez aussi le challenge de résumer 3 ans de recherche en 5 minutes. Donc, j'ai nécessairement dû faire des choix. Et donc, je vais principalement centrer sur le cas de la société coopérative d'intérêt collectif Épicentre, qui est un des 5 cas que j'ai donc étudié dans le cadre de mes travaux sur la co-construction de l'action publique. Donc, le cas de la SIC Épicentre est intéressant déjà par rapport au sujet qu'il traite. C'est un tiers-lieu de centre-ville à Clermont-Ferrand. Je crois qu'il répond aussi un peu à ce qui a été dit par mes prédécesseurs, hein, notamment sur un collectif de citoyens entrepreneurs qui a impulsé une dynamique d'expérimentation d'un espace de coworking associatif dès 2013, mais qui était aussi animé par une volonté d'interpeller la métropole, une volonté de travailler avec la métropole sur des sujets communs. Et parmi ces sujets communs, il y a notamment eu un qui a rebondi dans les politiques publiques menées par la collectivité. Ce projet se nomme La Rue Créative et c'est un projet qui a été identifié et par les pouvoirs publics et par les acteurs citoyens de constater qu'il y avait des rues en désertion commerciale et qu'il y avait une réponse publique qui n'était pas satisfaisante et que potentiellement, c'est dans la réponse entre acteurs citoyens, entrepreneurs et acteurs publics qu'on allait pouvoir trouver des modalités pour trouver des solutions innovantes à l'égard de cette problématique. Et donc, rapidement, dans la discussion, le statut de société coopérative d'intérêt collectif est arrivé sur la table parce qu'il permettait de lier ce qui a été dit précédemment, à la fois une activité commerciale, mais aussi un intérêt collectif, un intérêt public sur un territoire. Ce cas est intéressant parce qu'il intervenait dans un moment où la ville de Clermont-Ferrand et la métropole lançaient leur première politique publique d'économie sociale et solidaire. On était là en 2015 et finalement le premier pas de cette politique publique d'économie sociale et solidaire, ça a été de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour permettre à des acteurs, à des collectifs de se structurer sous forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc, bien entendu, la SIC Épicentre a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt et a été lauréate, avec la conséquence que la métropole a à la fois donné une aide, une subvention au démarrage et une prise de capital au sein de la société coopérative. Et donc, de fait, elle a été étudiée dans le cadre de mes travaux de thèse. Je fais juste une toute petite parenthèse pour dire que j'ai choisi ce sujet-là, cette SIC-là, parce qu'elle était intéressante dans la relation. Je n'aurai pas le temps de le développer aujourd'hui,
mais on a aussi d'autres cas de sociétés coopératives d'intérêt collectif au sein de laquelle la métropole est sociétaire, et pour autant, il n'y a pas une dynamique de co-construction telle que cela pouvait m'intéresser dans le cadre de mes travaux. Alors ensuite, la deuxième chose, ce sont les atouts relationnels de l'intégration des collectivités à la gouvernance des SIC, qui a été vraiment la focale de mon sujet de thèse, à la fois des SIC, mais aussi plus largement des différents cas de co-construction avec différents types d'acteurs. Il aurait été assez compliqué de vous donner là en 5 minutes les différents éléments. J'en ai choisi 5. 5 atouts relationnels à cette relation. D'abord, je crois que ça a été dit précédemment, mais c'est que la relation entre la collectivité et l'acteur économique est différente d'une relation qu'on peut avoir avec une subvention. On est vraiment dans une relation d'interdépendance. On a construit un projet commun. À la fois la société coopérative d'intérêt collectif, les acteurs citoyens, les acteurs économiques de la SIC permettent à la collectivité d'apporter une réponse à une problématique publique. Et en même temps, à l'inverse, les acteurs de la SIC, les acteurs entrepreneurs de la SIC bénéficient de l'apport de la collectivité. Alors, cet apport, c'est avant tout, au regard de ce que moi j'ai pu avoir dans le cas de la SIC Épicentre, c'est avant tout une facilitation technique. Une facilitation technique, et notamment dans un contexte où les relations entre les différents services des collectivités et des acteurs économiques sont parfois un peu compliquées. Le fait d'avoir une métropole au sein du sociétariat a très clairement facilité la relation entre la collectivité et les acteurs économiques. Ça a été assez limpide, notamment sur des sujets autour du foncier, autour de l'activité dans l'espace public. Voilà. La deuxième plus-value très claire de la présence de la collectivité dans la SIC, ça a été également sur la réponse à des demandes de financement, sur des projets tels que TIGA, Territoire à grande ambition, sur des demandes FEDER, où finalement, la présence de la métropole a légitimé les demandes qui étaient faites par la SIC. Ensuite, quel a été l'atout, en tout cas un apport très intéressant, c'est réellement la meilleure compréhension réciproque. Un peu sur la même logique que ce que je présentais précédemment, les vicissitudes du monde économique, du monde de l'entreprise sont rarement maîtrisées par les élus et par les administrations publiques. Le fait d'être présent, le fait d'avoir un chargé de mission, le fait d'avoir une élue présent au sein du conseil d'administration de la SIC a clairement favorisé cette compréhension des vicissitudes des acteurs économiques. Mais à l'inverse, le fait d'avoir pour les acteurs économiques la présence de la collectivité à l'interne du sociétariat a permis aussi de mieux maîtriser les vicissitudes du monde politique, les vicissitudes des administrations publiques, avec les rouages des circuits de décision que je ne vais pas pouvoir développer là, mais qui sont franchement particuliers pour un acteur économique. Et enfin, dernier élément, c'est que cette prise de capital amène aussi une attention particulière pour l'acteur public qui place une certaine somme d'argent dans le capital de l'entreprise et qui a nécessairement pas envie de la voir disparaître et qui va aussi s'intéresser au projet économique et à la viabilité du projet économique de la structure. Je n'ai pas bien vu le temps qui me restait. Si j'ai le temps pour une dernière slide, moyen. Bon, écoutez, du coup, j'en resterai là et j'attendrai les questions avec plaisir. Merci beaucoup, Geoffrey. Alors, de nous avoir justement montré les avantages de ce partenariat public-privé. On va prendre maintenant un autre exemple, un autre cas particulier, parce que c'est toujours très intéressant de s'appuyer sur des cas réels. Et donc, je m'adresse à Karine Thierry. Karine, vous êtes agricultrice, je le disais, en polyculture et élevage, c'est-à-dire vous faites et de la culture et de l'élevage. Et vous êtes la fondatrice d'une coopérative bio qui sert à alimenter les cantines et la restauration collective en Île-de-France. Donc vous-même, vous avez été à l'initiative et dans le fondement d'une SIC. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur cette coopération et puis sur justement l'intérêt, les difficultés que vous avez trouvées dans ce projet à travailler avec d'autres acteurs et aussi avec des collectivités? Merci, bonjour les canaux.
Merci de votre invitation. Merci Elisa. Moi j'aime bien ce que disait Hugues Sibyl, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, il y avait un besoin social, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin de manger mieux dans les cantines, notamment en région parisienne. Et donc, très rapidement, en fait, nous avons commencé sous forme d'une association loi 1901, avec au début 4-5 producteurs en légumes essentiellement. Et nous avons commencé à fournir quelques cantines. Et cette petite association loi 1901, qui s'appelait Ferme Bio Île-de-France, a fait son chemin. Et finalement, comme disait Hugues Sibyl, à un moment donné, on était limite au niveau des statuts, puisqu'on faisait du business, quoi. Donc, on avait du chiffre d'affaires. Le bénéfice était entièrement redistribué aux producteurs. Donc, on était quand même un modèle pour nous qui restait associatif, mais il a fallu changer de statut, et la SIC nous a paru une évidence dans son fonctionnement parce qu'elle permettait de rapprocher nos clients et les producteurs pour le projet commun qui était d'amener la nourriture du champ à l'assiette, et donc d'associer autour de notre table de discussion à la fois les consommateurs et nous, producteurs. Et ça, c'est un modèle qui nous intéressait beaucoup parce que en agriculture biologique, on est très soumis aux aléas climatiques notamment. Et donc, quand on a des problèmes, notamment de production, eh bien, c'est pratique de pouvoir avoir les clients autour de la table et de leur expliquer pourquoi il n'y a plus de tomates, pourquoi il y a trop de poireaux, ou pourquoi les pommes de terre sont malades cette année-là. Donc, ce modèle nous a paru une évidence. Et par rapport aux besoins sociaux qui étaient manger sain en Île-de-France, nous avions des réponses locales qui étaient les producteurs biologiques en Île-de-France. Cette association, donc loi 1901, est devenue la SIC Coop Bio Île-de-France, qui aujourd'hui réunit une petite centaine de coopérateurs. Et donc, qui, comme vous le mentionniez, réunit ces coopérateurs sous forme de collèges. Donc, il y a plusieurs collèges. Le collège le plus important, qui est le collège des producteurs, et un collège de clients. Mais autour, nous avons aussi des collèges qui sont justement les collectivités territoriales, puisque je vous entends parler de l'importance du rôle des collectivités territoriales dans les SIC. C'est évidemment un collège fondamental, puisque dans ce collège de collectivités territoriales, pour notre SIC, Coop Bio Île-de-France, nous trouvons par exemple le conseil départemental du Val-de-Marne, qui a été un des premiers accompagnateurs de notre projet, en nous aidant à trouver des lieux pour l'emplacement de notre usine, qui nous a aidé aussi à nous structurer à travers des marchés pour pouvoir répondre au marché de la restauration collective en Val-de-Marne, etc., etc. Donc, nous avons autour du conseil d'administration le collège des clients, le collège des producteurs, mais aussi donc les collectivités territoriales et certains transformateurs, distributeurs qui sont aussi une des clés de l'alimentation, puisque c'est eux qui vont transformer nos produits pour pouvoir les redistribuer à la restauration collective. Donc notre projet qui était de manger sain localement, du champ à l'assiette, d'avoir une traçabilité totale, c'est un projet qui a pu être nourri par cette structure de SIC.
Et cette association clients-producteurs nous permet aujourd'hui de toujours nous développer, puisque nous avons depuis 2014 doublé chaque année notre chiffre d'affaires pour pouvoir associer de plus en plus les collectivités territoriales. Et Ville de Paris, les caisses des écoles sont tout le temps moteurs dans la formulation de la demande populaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les citoyens sont invités à s'exprimer à travers les collectivités territoriales et font remonter une demande qui est discutée au sein de la SIC et qui nous permet de nous adapter et de répondre aux besoins finalement immédiats de toutes ces cantines, caisses des écoles, restaurants d'entreprise, mais aussi magasins comme par exemple la coopérative, les magasins Biocoop qui sont aussi sociétaires de notre coopérative et qui sont extrêmement structurants puisqu'en anticipant des demandes et des besoins, on arrive à planifier aujourd'hui des légumes d'année en année pour pouvoir anticiper les commandes des magasins Biocoop. Karine, peut-être oui. Pour conclure, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en 1 minute et puis après on laissera la place aux questions? Oui, tout à fait. Donc, les difficultés principales qu'on a rencontrées sont dans la formulation des marchés aujourd'hui. C'est-à-dire que les marchés, l'allotissement des marchés pour répondre aux besoins des restaurants d'entreprise ne nous permettent pas finalement de nous positionner puisque le kilométrage, le côté local, l'aspect local n'est pas aujourd'hui légitime dans la valorisation de nos produits. Donc, il y a vraiment un travail à faire avec les collectivités locales pour mettre en avant nos produits et pour diviser les lots afin qu'on puisse répondre sur des petits lots sur lesquels on va être très présent. Par exemple, les yaourts, les œufs, les pommes de terre, les carottes, des choses comme ça qu'on sait très, très bien produire juste à côté de chez nous. L'autre difficulté ou peut-être enjeu, je pense, de ces SIC sur l'Île-de-France au niveau de l'alimentation, je pense c'est l'autonomie alimentaire de la ville de Paris. En travaillant peut-être avec les collectivités locales à une structuration au niveau foncier, je pense, ou une prise de part dans les SIC pour qu'on puisse garantir une autonomie alimentaire à la grande région Île-de-France à travers l'ensemble des producteurs d'Île-de-France. Donc, il y a une vraie réflexion à faire sur le foncier, je pense, pour garantir cette autonomie alimentaire. Merci Karine. Merci à tous pour ce panorama très, très riche. Et il suscite beaucoup de questions. Donc, je vais vous poser les différentes questions du public. Il y en a de nombreuses, donc je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de répondre à toutes. Mais la première s'adresse à Geoffrey, Fatima d'ailleurs aussi. Qui sont les acteurs qui peuvent aider à l'ingénierie de structuration d'une SIC? Alors, il faut répondre assez vite, comme ça on peut enchaîner les questions. Geoffrey? Oui, je veux bien y aller. Alors, à Clermont, on a typiquement monté une structure avec la métropole qui répond à cet enjeu-là d'intermédiation, qui s'appelle le Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne et qui a vocation à travailler à cette ingénierie sociale de la co-construction. C'est une asso qui est toute récente, qui a un peu plus d'1 an, mais qui en son sein mélange des acteurs des collectivités territoriales, des chercheurs et des entrepreneurs, et qui du coup travaille à cette construction de sens partagé. Fatima, peut-être en complément? Les incubateurs d'innovation sociale. Et il en existe dans quasiment toutes les régions, toutes les régions en ligne. Voilà. Alors, comment approcher une collectivité territoriale pour l'intégrer à son sociétariat après une création de SIC? Donc, peut-être Hugues? D'abord, je complète d'un mot ce qui a été dit. Je pense que les unions régionales des SCOP et les chambres régionales de l'économie sociale sont aussi des lieux
qu'il faut contacter pour accompagner les projets, chère Fatima. Approcher la collectivité locale. Bon, d'abord, je redis qu'il faut d'abord se dire qu'est-ce qu'on veut faire et du coup, avec qui on a envie de le faire. Et puis après, on regarde la SIC et on regarde avec qui le faire. Si je me trompe pas, sur Paris, le projet Enercitif, qui équipe des toits en solaire et sous forme de SIC, à partir de ce projet, on va savoir est-ce que c'est la mairie, enfin la commune, est-ce que c'est l'intercommunalité, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est la région, et au sein de la collectivité, est-ce que c'est plutôt le service qui s'occupe de la partie énergie ou plutôt le service qui s'occupe de la partie culture si on a un projet culturel. Donc, il faut bien identifier son projet, bien savoir pourquoi on va chercher la collectivité locale, parce que on peut avoir des cycles avec collectivité locale ou sans collectivité locale. Il faut voir quelle est la valeur ajoutée. Il ne faut pas aller chercher la collectivité locale comme bouche-trou en se disant bon bah finalement c'est eux qui vont nous faire nos fins de mois. Non, la SIC c'est un modèle économique. Par contre, on va pouvoir monter des partenariats, comme je l'ai dit. Peut-être qu'on va nous trouver des locaux. Et puis par exemple, si on prend l'exemple que Karine a développé, de l'alimentation durable, les cantines, tout ça, ça intéresse la collectivité locale. Donc si on a un projet de cantine, on va avoir la collectivité locale parce que c'est de l'intérêt général. Et donc, c'est en fonction de ce projet qu'il faut bien identifier l'interlocuteur collectivité et au sein de la collectivité, bien voir, il y a les élus et les techniciens. Il faut savoir un petit peu se repérer pour savoir à qui on parle en premier. Est-ce qu'on parle d'abord aux élus, d'abord aux techniciens et donc au sein de la cartographie de la collectivité locale. Alors, ça répond un peu à une autre question qui était comment les SIC coopèrent avec les collectivités publiques au-delà de la simple AG. Quels exemples d'actions concrètes au-delà de la prise de part? Fatima, vous voulez peut-être rebondir là-dessus? Oui, et puis je laisserai Karine le compléter. Mais là, très clairement, l'entrée est souvent aussi les collectivités en fonction de leurs compétences, leur domaine de compétences. On voit bien que quand une collectivité rentre au capital, c'est parce qu'elle a dans ses prérogatives la question des circuits courts, la question environnementale, enfin tous les exemples qu'on a donnés. Et ça, c'est une excellente entrée parce que la collectivité ne peut pas se retrouver comme bouche-trou. Elle va se retrouver surtout comme une des parties prenantes qui a un intérêt direct à être dans la SIC. Et je continue. Donc, dans les intérêts directs, je pense à, par exemple, la mise à disposition de locaux. Je pense aussi à la mise en place de marchés spécifiques. Et je pense aussi au développement technologique. Par exemple, la contrainte zéro plastique aujourd'hui que met en place Ville de Paris va nous permettre, nous, au sein de notre SIC, de développer techniquement notre 4e et 5e gamme, donc des produits qui sont cuits sous vide et de les mettre dans un autre conditionnement que du plastique. Et donc, c'est une réflexion commune et technique autour de l'ingénierie du légume. Et ces collectivités locales sont fondamentales dans l'avancement technologique de nos outils, de notre usine. Elisa, si tu permets, je rajoute juste un petit mot. Il faut bien voir pour la collectivité locale la différence entre subventionner une association ou prendre du capital dans la SIC. Parce qu'une fois que vous êtes dans le capital, ça veut dire que vous avez aussi des obligations. Participer à l'Assemblée générale, prendre des décisions sur le devenir de l'entreprise, ce qui n'est pas pareil que de décider d'une subvention. Je vous fais la subvention, vous me donnez votre activité. Là, vous êtes partie prenante en tant que collectivité locale. Et il faut que vous suiviez votre participation dans la SIC. C'est assez différent de ce point de vue-là. On a bien compris que Karine a réussi à mettre au travail les collectivités et à les faire bûcher sur un certain nombre de dossiers qui l'intéressent. Alors, je vais vous poser 2 dernières questions. Une, si on intègre une collectivité locale à la SIC, peut-on répondre au marché de cette même collectivité? Bien sûr. Tout à fait. Ouais. Non, mais de manière très pragmatique, en fait, vous allez avoir au capital, pour éviter
les premières questions juridiques qui se posaient sur le fait que les collectivités s'interrogeaient sur si elles y allaient ou pas, c'était il va y avoir conflit d'intérêts. Non, il n'y a pas conflit d'intérêts à partir du moment où les personnes qui siègent au sein de la SIC ne sont pas les personnes qui décident, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Je rebondis comme ça, je me rattrape là sur les unions régionales. Les unions régionales vont vraiment vous aider à structurer ça, parce que sur ce point-là, vous allez pouvoir répondre à des marchés publics, comme vous allez pouvoir aussi vous positionner sur de la délégation de services publics. Toutes ces différentes modalités de contractualisation avec une collectivité doivent bien être claires avec des personnes qui siègent au conseil d'administration de la SIC si elle est en SA, et puis d'autres personnes qui décident. Merci, absolument. Parce que ça répond à de nombreuses questions justement sur une fois que les collectivités sont en SIC, est-ce qu'il faut une convention réglementée encadrée par un commissaire aux comptes pour effectuer une prestation ensuite vis-à-vis des participants de la SIC, notamment les collectivités? Vous y avez répondu et vous avez aussi répondu que les URSCOP sont là pour vous aider sur ce chemin-là. Et qu'il là aussi, il y en a dans toutes les régions et elles sont très, très à la pointe de toutes ces questions de droit public et privé, puisqu'on est à la frontière du droit public et du droit privé là. Donc, je vous dirai, il y en a encore beaucoup de questions, mais vous avez maintenant des éléments pour y répondre. Et je me tourne maintenant vers Florentin, qui va conclure cette rencontre. Et puis, envie de lui poser cette question. Est-ce que ça a répondu à votre envie et quels seraient les thèmes qui vous intéressent? Et est-ce que et j'en ai une troisième question. Vous voyez, j'ai plein de questions, Florentin. Et est-ce que des acteurs sont déjà venus vous voir en vous proposant de rentrer dans des SIC? Parce que dans les questions, il semblerait, dans les questions du public live, que de nombreuses structures seraient intéressées de faire entrer la ville de Paris dans une structure de SIC. Eh bien, écoutez, je vais commencer par donner mon mail, puisque si vous avez des SIC, mon mail professionnel, bien sûr, mon mail Ville de Paris, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter avec mon équipe. Nous, on est très preneurs justement de regarder ça avec vous, vous les entrepreneurs, les entrepreneuses qui voulaient vous lancer dans ce type de modèle. Donc, vous m'écrivez à florentin.letissier@paris.fr et on regardera ça avec l'équipe et puis on vous recevra avec grand plaisir ou alors on fera des visios comme aujourd'hui. Moi, évidemment, cette conférence, elle m'a renforcé en fait dans ma conviction qu'on est là sur un modèle qui a beaucoup d'avenir et qui a beaucoup de sens. Je remercie évidemment les intervenantes et les intervenants pour la qualité de leurs propos. En fait, je crois que c'est une chance aussi pour des filières d'avenir que sont notamment les filières d'économie circulaire. Moi, à la ville de Paris, dans ma délégation, j'ai l'économie sociale et solidaire, mais j'ai aussi l'économie circulaire et la stratégie zéro déchet. Typiquement, sur cette économie circulaire, on a ciblé des filières prioritaires. Vous les trouver très facilement quand vous allez regarder sur mes différents supports de communication. Mais en gros, ces 5 filières, elles tournent autour des alternatives au plastique à usage unique. Ça, c'est la première filière. Donc, les systèmes de consigne, développer le vrac, etc. La deuxième filière prioritaire, c'est tout ce qui est autour du bâtiment, de la rénovation des bâtiments, de l'ameublement aussi, l'ameublement de bureaux, l'ameublement domestique. Comment on fait des nouveaux processus à travers l'économie circulaire en faisant du réemploi notamment. Une troisième filière autour de la logistique urbaine. On sait qu'à Paris, on est dans une ville très dense, on est dans une ville encore polluée. Donc, comment est-ce qu'on invente des nouveaux systèmes pour se déplacer, pour transporter des marchandises? Et là, on a beaucoup de choses à faire, notamment autour du vélo cargo, des triporteurs, quand c'est adapté, pas quand c'est des charges énormes, évidemment, mais il y a beaucoup de choses à faire sur ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre. Donc, on a des métiers aussi qu'il faut qu'on développe. On a aussi des enjeux évidemment autour de l'agriculture urbaine, on a des enjeux autour du numérique, de l'électroménager. Enfin, on a énormément de chantiers dans ces filières de l'économie circulaire et les SIC sont sans doute un outil pour pouvoir massifier. C'est-à-dire que le problème de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, c'est ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est qu'on a beaucoup de petites structures qui peuvent intervenir dans des quartiers à une échelle assez petite. Donc, ça crée de la proximité, c'est bien. Mais si on veut arriver à massifier des modèles d'économie circulaire, si on veut faire en sorte que demain, tous les habitantes et les habitants d'une ville puissent
avoir des meubles à base de bois réemployés ou puissent avoir des vêtements à base de tissus qui ont été réutilisés, et ben là, il faut qu'on aille vers une forme de massification, de changement d'échelle de la production. Et là, les SIC peuvent être une solution puisque la ville de Paris peut justement s'impliquer dans ces structures coopératives aux côtés d'acteurs privés, au service des habitantes et des habitants qui peuvent être partie prenante. Et là, on peut vraiment avoir un impact très fort, très puissant. Donc voilà, moi je suis très enthousiaste et j'espère qu'au cours de ces années qui viennent, on aura l'occasion de voir fleurir de belles SIC à Paris, avec évidemment l'implication de la ville. Eh ben, merci Florentin pour cet appel à idées dans tous ces domaines. Et effectivement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mails envoyés sur cette adresse. Et je trouve que c'est un très beau moment de co-construction d'une politique publique, d'échanger ensemble et d'ouvrir comme ça. Donc, je dirais longue vie au SIC, longue vie aux URSCOP, au projet, au labo de l'ESS évidemment, à votre bio, j'ai plus le nom Karine Thierry de votre coopérative. La coopérative bio d'Île-de-France. La coopérative bio d'Île-de-France. On a été très intéressés par cette conférence. Merci à tous. Et j'en profite pour vous parler de la prochaine qui aura lieu jeudi. Donc, jeudi 26 novembre à 19h, le thème de la conférence en ligne sera « Comment le vrac permet-il de passer au zéro déchet ?» Et nous aurons le réseau vrac et aussi l'épicerie vrac kilogramme qui seront là pour répondre à vos questions et échanger sur ce thème. Et d'ici là, merci à tous et à très vite. À bientôt. À bientôt.